Très bien. Merci Madame Surcher pour cette introduction généreuse. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à ce forum. C'est un plaisir d'être parmi vous. Je vais vous parler d'intelligence artificielle. Je vais commencer par reprendre le déroulement qu'il y a eu depuis 15 ans. Un développement assez remarquable. Alors, il faudra avoir... Ah, c'est bon. Voilà, donc la progression de l'intelligence artificielle dans ces 15 dernières années. Je crois que la communauté scientifique tech s'accorde à dire que c'est un moment assez unique. On a vu plusieurs développements dans la technologie qui étaient impressionnants au fil du temps, mais celui-ci a des caractéristiques particulières dont je vais parler. Ça a commencé en 2010 avec le domaine de la vision, où ces réseaux de neurones, des modèles donc vaguement inspirés du cerveau humain, qui processent l'information, qui traitent l'information de manière itérative, ont réussi à battre des records dans la reconnaissance d'images naturelles. Donc c'est les réseaux de neurones. Puis, en combinant ces techniques d'imagerie avec ce qu'on appelle l'apprentissage renforcé, on a pu développer des IA qui notamment ont battu le joueur ici, le champion de Go, qui est un jeu très complexe, potentiellement plus complexe que les échecs. Ça a été une étape marquante pour ceux qui connaissent le jeu. C'était vraiment quelque chose de non trivial. Sont arrivés ensuite les LLM, Large Language Models, donc des modèles de langage qui peuvent converser, notamment derrière les chatbots comme ChatGPT ou Gemini, qui sont probablement la partie la plus visible de l'IA. Ça a été un tournant, ces LLM, car cela a permis à l'IA de communiquer, de lire et de s'éduquer. Et c'est là qu'on en est, disons, l'année passée. On en est avec une IA qui peut passer des examens de niveau universitaire. J'ai pris deux exemples ici, l'examen de l'EPFL et l'examen de médecine européenne, cardiologie européenne. Donc une IA qui est capable de répondre à une demande de l'emploi au niveau universitaire, et donc une IA qui entre le marché de l'emploi. Et je vais donc discuter où est-ce que cette IA peut encore aller. Alors, forcément qu'il va y avoir de la disruption avec une telle technologie. J'ai pris un exemple ici qui n'est pas très commun. Vous reconnaissez probablement l'image de droite. C'est un réveil qui avait été produit en masse dans les années 50 de General Electric grâce à l'électricité. Et ça, c'est un job qui a disparu à cause du réveil. Cette dame faisait office de réveil. C'était une knocker-up. Elle avait une serbacane et des petits pois qu'elle soufflait sur les fenêtres des ouvriers au nord de l'Europe. C'est une photo prise en Angleterre dans les années 30. Un job qui a disparu avec le développement du réveil électrique. Donc il va y avoir la disruption, mais aussi il va y avoir des opportunités. J'ai pris un exemple ici spécifique. La traduction, dans les années 2010, était encore très difficile avec les machines, avec les algorithmes automatisés. On a passé, durant ces 15 ans, d'une traduction qui était considérée terrible par le New York Times à une traduction qui est considérée profonde et qui, de plus, peut se faire de manière instantanée actuellement dans les écouteurs. Donc cela peut permettre à un entrepreneur suisse du canton de Vaud de discuter avec un entrepreneur américain, même avec un accent vaudois s'il le souhaite, avec une traduction directe. Cela pourrait même être un politicien du canton de Vaud qui négocie avec un politicien de Washington, de manière naturelle. Donc, comment se préparer à ce développement assez remarquable, comment saisir les opportunités? Il y a une possibilité, c'est de lire au quotidien la presse, de regarder des vidéos sur YouTube qui donnent des conseils sur quoi faire, sur comment se mettre à jour avec l'IA. Le risque, bien sûr, c'est que ces conseils ne durent pas toujours très longtemps. On a beaucoup parlé du prompt engineering. Aujourd'hui, c'est toujours important de poser des questions précises. Ça, c'est vrai pour tout type de communication. Mais il n'y a plus réellement besoin d'engineering au niveau de la manière dont on parle aux IA. La vérification est toujours importante. Il peut y avoir encore des hallucinations, mais les toutes dernières méthodes, avec le RAG ou ce qui se fait depuis quelques mois, ont vraiment réduit énormément le taux de fausses informations. Donc, il va falloir toujours faire attention à certaines étapes, mais je déconseille peut-être d'être trop à cheval sur ce qui se dit au quotidien dans la presse, car ça évolue vite. Plutôt, je vous suggère de reprendre et de comprendre comment ces IA ont été développées. Ce qui a marqué le développement des 15 dernières années, c'est que nous étions dans un régime
plutôt de ce que j'appelle un régime d'interpolation, où il y avait énormément de données disponibles qui étaient très représentatives des tâches à accomplir. Et ces données proviennent principalement du web, qui a été, le terme utilisé c'est scrapped, à très large échelle, pour des tâches du type langage et autres images qui étaient vraiment une source très importante et peut-être une surprise tout de même, il faut qu'on la reconnaisse, certains d'entre nous qui étions déjà dans l'IA il y a 5 ans, on avait tendance à se moquer un peu de OpenAI qui déployait des GPU à n'en plus finir pour utiliser ces données du web, mais finalement ils ont quand même eu raison. En tout cas pour ces tâches-là, les données payent. C'est peut-être mon premier conseil où c'est un rappel car il est relativement évident, j'imagine que vous êtes déjà au courant, mais l'IA fonctionne mieux lorsqu'il y a plus de données. Et donc ce serait probablement par là qu'il faudrait commencer, à savoir commencer par vos données. Alors, ce n'est pas non plus trivial ce que ça engendre de commencer par les données. Il ne s'agit pas juste d'avoir une base de données. Il faut être un peu plus à jour avec l'expertise qu'il y a derrière le développement d'une base de données, car il faut surtout préparer les données avec une certaine structure. On sait aujourd'hui que les IA qui sont entraînées avec des données qui sont déroulées massivement sans structure sont beaucoup moins performantes dans leurs propriétés de raisonnement que lorsqu'on met un curriculum de données. Tout comme l'être humain apprend avec des matières qui sont incrémentales, on commence avec des principes plus basiques et on élabore. Il faut aussi que l'IA puisse être éduquée de manière incrémentale. Donc là, il y a toute une expertise à apprendre et que je recommande d'être à jour et d'avoir une équipe qui soit équipée pour cette expertise-là. Et l'autre partie qui est un peu moins connue du grand public, mais qui est aussi fondamentale, c'est la génération de données synthétiques. Lorsque les données sont insuffisantes, la technique qui est encore le plus bénéfique aujourd'hui, on essaye de partir de ce paradigme, mais c'est beaucoup d'efforts, c'est simplement de générer des données là où elles sont manquantes. Alors il faut faire très attention dans avec la manière dont ces données sont générées, pour ne pas avoir justement des problèmes de performance. Et là, encore une fois, c'est une expertise que je recommande d'acquérir. Je donne un exemple spécifique. On a voulu, avec le CHUV, le service de cardiologie, on s'est dit, faisons quelque chose qui a un impact pour la prédiction d'attaque cardiaque. On a les outils, les statistiques d'attaque cardiaque sont assez dramatiques, ça ne progresse pas. On continue à utiliser des méthodes de risque qui sont classiques, cholestérol, diabète, fumée, etc. Mais on a très peu de progrès qui est fait sur la prédiction. On a fait des papiers pour essayer de montrer que l'IA pouvait, on a réussi à faire mieux que l'œil d'un docteur, etc., sur des CT scans et autres. Mais on s'est très vite rendu compte que les données n'étaient pas bonnes, n'étaient pas suffisantes pour faire ce qu'on voulait. Pourquoi? Parce que soit les hôpitaux ont des données de gens déjà malades qui arrivent à l'hôpital, où le problème est déjà survenu, donc c'est trop tard. Soit les géants de la tech ont des données plus continues, comme des watches ou des téléphones, qui permettent de prendre des signaux très importants pour les prédictions de maladies cardiovasculaires, mais ces données-là ne sont pas couplées avec des événements hospitaliers cardiaques qui sont concrets. Et donc, les deux mondes, en fait, ont une partie du puzzle, et on s'est dit, essayons de faire quelque chose où on joint les deux bouts. Et donc, plutôt que d'avancer avec davantage de papiers et de publications, on a décidé d'arrêter tout ça et de lancer une nouvelle cohorte qui commencera l'année prochaine, qui aura pour but de prélever les données de manière justement complète pour l'IA. Et ça va nous prendre un peu de temps, mais on pense que c'est préférable d'investir maintenant dans une collecte bien faite sur les données. C'est quelque chose que je conseille de faire. Oui, il faut agir vite, mais il faut avant tout prévoir des données. Ensuite, est-ce qu'il faut tout miser sur les données? Non. Pourquoi pas? Un exemple encore qui date de la semaine dernière, peut-être quelqu'un en a déjà vu, donc c'est un exemple tout récent avec le dernier modèle de ChatGPT ici. J'ai demandé de générer une image de montre sur le thème du canton de Vaud qui affiche 11h15. Alors, on peut dire qu'il a réussi avec succès d'intégrer le thème du canton de Vaud. C'est assez bien fait. Ça maintient le côté aussi assez sobre du canton de Vaud. Par contre, vous avez remarqué le problème, j'imagine, pour la plupart. Il n'a pas affiché l'heure correctement. J'avais demandé 11h15, il a mis 10h10. L'explication, c'est que la vaste majorité des montres qui sont disponibles sur le web affichent 10h10.
S'il y a des gens de l'industrie horlogère, et vous devez le savoir, moi je le savais, je n'étais pas au courant, c'est pour des raisons esthétiques. La grande majorité est toujours placée sur le web à 10h10 et donc l'IA n'a pas raisonné proprement. Avec un tel mode dominant dans les données, il fallait mettre 10h10, ça pouvait être la seule heure qui était intéressante. Donc ça, c'est le problème et le défi du raisonnement. C'est le challenge aujourd'hui qui n'est pas encore complètement résolu. Comment faire en sorte que ces IA raisonnent mieux? C'est aussi ce qui va dicter la performance de demain. Donc on sort de ce régime où les données sont suffisantes et on peut interpeller avec ce qu'on a vu. Il faut quand même raisonner déjà un petit peu pour interpeller. Mais si on veut vraiment aller au-delà, il va falloir extrapoler au-delà des données. Il va falloir rajouter du raisonnement. Alors ça ne serait pas juste de dire que les IA ne raisonnent pas aujourd'hui. Et il faut être conscient que c'est déjà remarquable. J'ai pris encore une fois un exemple spécifique. Ils peuvent gagner des compétitions de maths qui sont réellement non triviales. On a tous passé des matheux par ce genre d'exercice. De réussir à gagner la médaille d'or dans une compétition comme ça, on ne le fait pas qu'en mémorisant. Donc on ne peut plus juste se dire « Ah oui, mais ils n'arriveront pas à raisonner, etc. » On est tranquille, ce n'est pas le cas. Mais il y a encore un chemin à parcourir qui est assez long. C'est un domaine qui émerge, le raisonnement de l'IA. On enseigne le cours pour la première fois cette année à l'EPFL. Le but, il est simple, c'est de raisonner d'un point de vue IA, c'est-à-dire de générer des tokens avec ces modèles LLM qui sont cohérents d'un point de vue logique. Et le challenge, c'est d'arriver là où on veut pour résoudre le problème, pour répondre à la question. C'est un domaine merveilleux où le seul conseil que je peux vous donner, c'est qu'il n'est jamais trop tard de se convertir, de devenir un ingénieur en IA. Si vous ne voulez pas contribuer directement à l'amélioration du raisonnement de l'IA, une chose, et c'est le dernier point que je voudrais souligner ce matin, qui est complémentaire au raisonnement, ce sont ces agents d'IA qui sont les derniers développements des IA, à savoir, tout comme, je vais vous donner un exemple assez basique, lorsque nous suivons un cursus scolaire, les êtres humains, nous apprenons les livrets, nous apprenons à manipuler les nombres. Il faut, pour faire de l'économie, une certaine compréhension des nombres. Cela dit, bien entendu, on ne va pas au quotidien calculer de tête. On va tous, soit pour gagner en temps, soit en fiabilité, utiliser des calculatrices ou des programmes si l'arithmétique devient plus compliquée. C'est ça le début des agents IA, c'est qu'on va s'arrêter à essayer de tout faire à travers les LLM, ces chatbots. On va commencer à connecter ces chatbots à des outils, des softwares, des programmes, de l'interaction avec l'utilisateur pour pouvoir mieux distribuer qu'est-ce qui est fait avec le raisonnement interne, qu'est-ce qui est exporté. Donc là, encore un exemple, GPT, il n'y a pas longtemps, il se plantait encore sur des multiplications assez simples. Aujourd'hui, il va directement lancer un code Python pour faire le calcul. Alors on perd en flexibilité, mais on gagne en fiabilité. Maintenant, on ne s'arrête pas du tout à ça. On peut aller très loin avec le raisonnement. Ça, ce n'est pas un exemple qui va loin, c'est juste un exemple que je veux donner qui est un peu moins basique que la calculatrice. On l'a fait à l'EPFL. Je vais le mentionner car il fait appel uniquement à un modèle open source. On a pris Qwen, c'est un modèle chinois. Qui est de petite taille, 3 milliards. On a fait tourner sur des laptops, donc rien que vous ne puissiez pas faire dans cette salle. On a choisi la tâche du bin packing. C'est une tâche de recherche opérationnelle classique et centrale. Ça correspond juste à devoir mettre des objets dans des boîtes. Et lorsqu'il y a beaucoup d'objets et beaucoup de boîtes, on veut minimiser le nombre de boîtes pour l'empaquetage. C'est un problème qui est très vite complexe. D'ailleurs, on ne connaît pas la solution optimale d'un point de vue algorithmique à ce problème. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a connecté un LLM à un éditeur de code. LLM donne des conseils à l'éditeur de code, génère du nouveau code, lui dit voilà ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché, essaye de reprendre ça, et de manière autonome, fait tourner le code Python pour essayer de faire de mieux en mieux à cette tâche-là. Et à la fin, on a fini par faire mieux que des solvers qui ont été développés sur des décennies, juste en faisant tourner une IA sur l'éditeur de code sur un laptop. Donc des décennies de travail qui ont été faites dans des unis, qui peuvent être améliorées juste en laissant un tout petit peu d'autonomie à l'IA. Voilà, donc c'est ça le message final. L'IA a obtenu son diplôme. C'est à vous de la former, de lui donner sa place car elle a un grand potentiel. Merci. Merci.
Emmanuel Abbé, vous restez sur scène parce que j'ai quelques questions pour vous. Vous êtes à la tête de la recherche pour Apple en Suisse. Alors, vous n'avez pas trop le droit de nous dire sur quoi vous travaillez exactement. On a bien compris, mais la prochaine grande révolution qu'il faut attendre, c'est quoi? Alors, c'est justement donc, de passer à une IA qui est plus un assistant passif à un agent proactif, à savoir moins une IA qui va juste être là pour répondre à du traitement de texte, éditer une lettre, chercher des informations, mais qui va pouvoir prendre son autonomie, être connecté à d'autres outils, d'autres programmes, et puis légèrement suggérer, prendre des initiatives. Alors tout ce que vous dites, ça veut dire justement que beaucoup de tâches et beaucoup d'emplois vont pouvoir être automatisés. Est-ce que vous êtes inquiet? Inquiet, oui, pour l'emploi, comme là, ça a été dit plus tôt ce matin, je pense que on va pouvoir se réinventer autour de l'IA. Il y a une inquiétude qui est saine, c'est celle du fait qu'on va devoir accepter les êtres humains, qu'on n'est pas le centre du monde au niveau de l'intelligence. On a vécu ça avec l'astronomie, on n'était pas le centre de l'univers. Et maintenant, on va réaliser que les IA, sûrement, vont très prochainement être plus performantes en intelligence dans des domaines spécifiques que nous. L'inquiétude que j'ai est plus de ces dangers sous-jacents, plus subtils, vers la population vulnérable, les adolescents, les gens qui sont seuls, qui vont faire face à des programmes qui sont optimisés, pas forcément pour les bonnes raisons. Voilà, vous nous faites peur en fait, parce Là, que oui, même vous êtes inquiet. Oui, alors il va falloir avoir une bonne discipline et puis de l'éthique. Et de l'éthique, oui. Une dernière question, vous encouragez toute l'Assemblée à engager cette nouvelle recrue qu'est l'IA. Oui. Qu'est-ce que vous dites à l'entrepreneur ou à l'entrepreneuse qui se sent un peu dépassé, qui se dit, bon, finalement, de toute façon, tout ça, j'y comprends rien, et dans 10 ans, je suis à la retraite, donc ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que vous lui dites? Déjà à la retraite, il est? Ou il va devenir... Dans 10 ans, ou qui se dit, bon, finalement, je vais louper le train, mais c'est pas grave. 10 ans, non, il y a pas, 10 ans, c'est beaucoup trop long. On ne peut pas se dire, dans 10 ans, on attend la retraite. Dans une année, peut-être, je lui conseillerais de ne pas sauter forcément sur l'IA, mais dans 10 ans, non, je pense qu'il faut... Il y a un mot qui n'a pas été dit ce matin. J'ai adhéré beaucoup à tout ce qui a été dit par Madame Moret, Bouzou, Monsieur Bouzou. Il y a juste un mot qui manque peut-être, et qui aussi, je pense, doit plus faire partie d'un discours au canton de Vaud, c'est la prise de risque. On n'aime pas tellement prendre des risques, on attend de voir comment ça se met en place, mais je pense que si on veut être compétent, il faut prendre des risques, et 10 ans, c'est largement suffisant pour s'y mettre. Merci Emmanuel Abbé. Pour prouver une dernière fois que les machines, malgré tous leurs processeurs, ne savent pas faire frissonner une salle comme un être humain, je vous propose d'accueillir à nouveau sur scène Liam Chennault. Il va nous jouer un solo de violoncelle écrit, lui, bien avant les premiers balbutiements de l'intelligence artificielle, la gigue de la 3e suite de Jean-Sébastien Bach. Liam Chennault, mesdames, messieurs. Merci.